messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9, émission entièrement consacrée au Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. Alors, l'an dernier, il y avait une vague de vaccination contre la fameuse AH1N1, mais cette année, il n'y en a pas, sauf que le vaccin contre l'influenza, lui, existe toujours. Alors, pour nous en parler, je reçois du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, Mme Sandra Côté, infirmière, et M. René Gauthier, de ce même centre de santé. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Le vaccin contre l'influenza existe toujours, parce que des fois, les gens sont portés, parce qu'on a mis tellement d'emphase sur la H1N1, et c'était normal aussi, que les gens, peut-être que cette année, se disent, est-ce que le vaccin contre l'influenza existe? Il existe bel et bien cette année. Il existe toujours. Et puis, il existe, mais il n'est pas, ça c'est bon de le dire peut-être, il n'est pas obligatoire. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Non, il n'est pas obligatoire. Ça va selon des cas, selon les risques de chaque personne. Il y a des indications pour chaque catégorie de gens. OK. On dit 60 ans et plus. Est-ce que le barème, la case 60 ans, est importante ou bien non? Si j'ai 57 ans, est-ce que je peux l'avoir? Le 60 ans, ce n'est pas une règle incontournable. Okay. Il y a plein d'autres critères. Il y a les femmes enceintes, il y a les petits bébés, il y a tous les gens qui souffrent d'une maladie chronique. Okay. Asthme, le cœur, poumon. Il y a les proches de ces gens-là. Les proches qui risquent de pouvoir contaminer, donner la grippe à la personne aussi, qui sont admissibles à avoir le vaccin gratuitement. OK. Fait que la règle du 60 ans, c'est comme un indicateur. OK. Mais ce n'est pas un barème. Non, c'est pas le barème unique. C'est pas le barème. C'est un indicateur, tout simplement. Madame Côté, moi, si je vous demandais, une personne qui vous arrive, tout bonnement même, qui vous dit, moi, là, regarde, je n'ai pas besoin de ça. Ce vaccin-là, moi, je n'ai pas besoin de ça. On dit tout le temps que c'est sur une base volontaire. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne-là, sans l'obliger à y aller, parce que c'est sur une base volontaire, mais qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne-là? Bien, je vais vérifier avec elle ses problématiques de santé. Si elle en a des problématiques, je vais plus, pas l'inciter, mais lui offrir davantage le vaccin. Mais toute population peut le recevoir aussi. Si une personne en bonne santé veut le recevoir, elle peut le recevoir, mais il y a des frais qui s'ajoutent à la vaccination. Quand on n'a pas 60 ans, c'est ça? Quand on n'a pas 60 ans, quand on n'a pas les indications de maladies chroniques, de femmes enceintes. Ce que M. Gauthier vient de parler. Exactement. Et même si on est en bonne santé, mais disons que je suis un adulte, mais je garde mes parents chez moi qui ont une maladie chronique, je peux le recevoir, le vaccin. Dans le fond, la personne qui va payer, c'est la personne qui est un adulte, en parfaite santé, sans aucune maladie chronique, puis qui ne côtoie pas régulièrement de gens qui ont des problématiques de santé. Donc, c'est important aussi de dire que peut-être que cette personne-là, qui ne veut pas se faire vacciner pour elle-même, mais qu'elle le fasse pour les autres qui sont autour d'elle. À ce moment-là, c'est ça qui est important aussi. C'est d'autant plus important pour tous les gens qui côtoient une clientèle qui est plus vulnérable. Une autre question, peut-être, Mme Côté ou M. Gauthier. Quand une personne... Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui dit, regarde, moi, l'an passé, le vaccin contre l'influenza, je l'ai eu, puis j'ai eu pareil la grippe. C'est bon, rien, ça, cette affaire-là. Qu'est-ce que vous auriez à dire à cette personne-là? Bien, c'est important de départager le vaccin, qu'est-ce qu'il contenait dedans, quelle souche d'influenza il contenait. Peut-être que c'était pas la même souche, ou peut-être que c'était un rhume à ce moment-là que les gens avaient. Parce qu'il y a une différence entre une grippe et un rhume. Exactement. J'aimerais très vitement, c'est quoi la différence entre une grippe et un rhume? Bien, l'influenza est beaucoup plus importante comme symptôme, comme malaise. On est beaucoup plus malade avec un influenza. Si on allait avec la cédule, parce que la cédule, elle est sortie, j'aimerais vous laisser aller un peu parce que ça commence le 7 novembre. Officiellement, la vaccination partout débute le 1er novembre, mais nous, on débute le 7 novembre et jusqu'au 24 novembre. Il va y avoir une deuxième vaccination, une deuxième journée. Une deuxième vague, autrement dit. Le 8 janvier 2011. Alors, on a le temps peut-être de les dire, si on allait avec le 7
Dimanche le 7, c'est où? Dimanche le 7, c'est à Palmarol, au centre municipal. OK. Ensuite, Macamic le 8, qui est un lundi. Oui. Ensuite, ça va le 16 novembre à Duparquet et il y a aussi Beaucanton. OK. Le 17 à Dupuis, 18 Tachereau, 21 à La Sarre, 22 toujours à La Sarre et le 24 novembre à Normétal. Alors, puis, il y a une deuxième vague de vaccination pour ceux qui n'auront pas pu y aller, qui sera le samedi 8 janvier 2011 à La Sarre, au centre Saint-André, de 9h à 15h. Une chose qui est importante à dire aussi, M. Gauthier, c'est qu'une supposition, le 8 novembre à Macamic, au CHSLD, je demeure à Macamic, je ne peux pas y aller. Ce n'est pas comme les vaccins de la grippe H1N1, là, où c'était tout cadré. Là, pas du tout, il n'y a aucun contingentement. OK. Les gens peuvent consulter le calendrier. C'est sûr que c'est plus facile, on essaie d'aller dans le plus de municipalités qu'on peut, mais les gens peuvent se présenter à n'importe quelle de nos séances de vaccination. Fait que, peu importe, je demeure à Duparquet, je peux aller à La Sarre, ça n'a aucune importance. Vous pouvez aller à Dupuis, à Macamic, il n'y a aucun problème. Alors, Madame Côté, M. Gauthier, merci infiniment de votre présence à cette émission-là. Alors, pour les gens, la vaccination contre l'influenza, ça débute le dimanche le 7 novembre à Palmarol et ça va jusqu'au 24 novembre. On passe dans les endroits de Macamic, Duparquet, Dupuis, Tachereau, La Sarre, 2 fois La Sarre et Normétal. Pour ceux qui ne pourront pas y aller, il y aura une deuxième vague le samedi 8 janvier à La Sarre, au centre Saint-André. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient avec M. Normand Yel, nutritionniste, avec le fameux DVD qui a été tourné sur le diabète. Alors, restez des nôtres, on se revoit dans quelques secondes. Un DVD qui aidera les diabétiques. En effet, le 21 septembre dernier, le Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales lançait un DVD pour aider les personnes atteintes de cette maladie. Alors, pour nous en parler, je reçois du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales un des acteurs de ce DVD et nutritionniste, M. Normand Yel. M. Yel, bonsoir. Bonsoir. Félicitations, M. Yel, pour cette parution dans ce DVD sur le diabète. C'était vraiment très bien fait. Et vous jouez un des rôles... un des bons rôles. Ben, je dirais que c'est une collaboration d'équipe. Exactement, oui. Là, on va parler, oui, de diabète. Vraiment, est-ce qu'on peut dire, M. Yel, souffrir de diabète? Ben, je pense que jusqu'à un certain point. C'est certain qu'à partir du moment où un individu apprend qu'il souffre de diabète, c'est beaucoup de questionnements, j'imagine, dans sa tête. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Comment ça va finir? Souffrance physique. Ce n'est pas une maladie souffrance, une maladie chronique qui s'installe tranquillement et qui fait un peu ses dommages par l'intérieur. Comme je dis souvent aux gens, vous ne vous lèverez pas un matin en disant « j'ai mal au diabète ». C'est pas comme ça que ça arrive. Mais par contre, c'est certain que c'est un problème de santé préoccupant. Est-ce que c'est sournois? Oui. Oui. Ça a le désavantage de ses avantages, dans la mesure où, comme on parlait tantôt, c'est pas une maladie qui nous donne des symptômes physiques de douleur. Donc, les dommages se font un peu par l'intérieur. Et puis maintenant, avec la nouvelle approche, on détecte souvent maintenant des gens qui sont comme en pré-diabète. Donc, qui sont, comme on dit, ils ont un pied dans la porte, mais pas tout à fait. Et puis, à ce moment-là, on leur demande de faire des tests de glycémie, des tests de taux de sucre. Et puis, la règle générale, c'est presque toujours bien beau. Alors, ils disent, ben pourquoi je fais ça? Je ne l'ai pas, je suis sur le bord. Je vais attendre. Je vais attendre un peu. Regarde, mais c'est que j'irai dans 3-4 ans prochains. Regarde, voilà. J'ai rien, là. J'ai rien. Mon taux est beau. Voilà. Puis, mais à partir de quel âge, peut-être une question, là, mais à partir de quel âge doit-on
régulièrement, quand je dis régulièrement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, M. Yel, régulièrement, au moins une fois par année, demander à son médecin de l'envoyer passer des tests Moi, de diabète. Je vous dirais que la tendance actuelle qu'on observe, c'est que pour les gens qui ont un médecin de famille, il semble qu'il y ait une vérification de la glycémie qui soit faite annuellement. Même chez les jeunes, pour prévenir, parce qu'on regarde, anciennement on parlait beaucoup bon, est-ce qu'il y en a déjà dans la famille, mais maintenant, compte tenu des autres facteurs qui sont peut-être plus environnementaux, inactivité physique, prise de poids, bon, je vous dirais qu'on essaie de cerner ça un peu plus tôt. Là. Exactement. Parce que je recevais dernièrement ici une dame dont le petit garçon est diabétique type 1. C'était émouvant de faire cette émission-là. Puis le petit bonhomme, c'est 4 ans ou 5 ans, 4 ans, je pense. J'ai trouvé ça, sur un côté affreux d'être diabétique type 1 à cet âge-là. Mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Sauf que, il me semble que chez un enfant, c'est encore pire. Oui. Je pense que n'importe quel problème de santé qui touche un enfant, ça nous accroche pas mal. Ça nous accroche beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est sûr aussi qu'on a beaucoup de l'image, pour le diabète, on a encore l'image de diabète égale insuline, insuline égale piqûre. C'est encore dans le portrait. Ça, et puis, l'insuline, c'est souvent, à part les diabètes de type 1 qui sont pris avec ça, c'est souvent en dernière étape qu'on va le voir. Exactement. Moi, j'aimerais savoir, pour le bénéfice des personnes qui nous regardent en ce moment, qui a eu cette idée-là de lancer un DVD sur le diabète? OK. Parce qu'il faut dire une chose, M. Yel, vous êtes d'accord avec moi, des fois, il y a des personnes qui ont des problèmes de lecture. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Alors là, on le regarde et on l'écoute. Moi, j'ai trouvé l'idée extraordinaire. Je vais vous dire que l'idée, nous, depuis, c'est un peu notre mandat de traiter les patients qui font du diabète ou qui ont un problème de contrôle de taux de sucre. Et on fait des interventions à différents niveaux. On faisait des interventions au niveau préventif en entreprise, via Joker. On voit des gens qui nous sont référés, on fait des groupes, tout ça. On leur remet de la documentation. Et puis, écoutez, on ne se le cachera pas, recevoir une pochette de feuilles à regarder, c'est un peu aride, pas trop tentant. C'est vrai. Et puis, nous autres, on voulait essayer de rendre ça accessible. Et puis, je vous dirais que l'idée est venue un petit peu d'un peu tout le monde. On avait déjà un sketch qui avait été monté pour présentation en entreprise. Quand on allait en entreprise, rencontrer les travailleurs, on avait un petit sketch de une dizaine de minutes. On est parti un peu de l'idée de ça. C'est sûr qu'on a habillé, qu'on a travaillé, avec un bon petit côté humoristique pour essayer de... Ouais, apaiser un peu. Apaiser, et puis rendre ça accessible. Vous remarquerez aussi que dans le DVD, il y a différents niveaux aussi. Il y a un niveau qui est très terrain. La partie peut-être clinique est plus avancée, ce qui fait que les gens ont tout simplement à mettre le DVD dans le lecteur et puis d'aller chercher l'information qui leur convient à leur niveau, qui est à leur rythme également. Puis, et à le réécouter au besoin. C'est ça. C'est un DVD qui a été réalisé en Abitibi-Ouest par le Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. Et puis, c'était monté par Radium Multimédia à Macamic, qui fait encore une fois un travail extraordinaire. Alors, c'est d'une durée de 25 minutes. Je l'ai visionné, puis c'est vraiment... Je pense que la personne a réponse à ces questions. Bien, en tout cas, nous, on voulait répondre à des questions. On voulait aussi en susciter des questions. Aussi. On voulait que ça aide des deux côtés aussi. Là, on va aller avec le diabète directement, parce que j'ai beaucoup de questions, le temps passe très vite. Alors, on va aller avec des réponses aussi un peu courtes, si possible, mais on peut élaborer aussi, là. Ne vous gênez pas sur ça. Le diabète, est-il héréditaire? Je vous dirais que
il y a une forte tendance que si dans les parents, dans la parenté, il y a du diabète, les enfants ont de plus fortes chances d'être diabétiques. Moi, si je vous demandais, là, comment on s'en aperçoit, en fin de compte, ce sont les symptômes. Ouais. Ce serait quoi les symptômes? Je vous dirais que les symptômes habituels du diabète, ça va être un état de fatigue qui s'installe à moyen, long terme, des gens qui ont moins d'énergie. Est-ce que ça veut dire que, bon, le matin, on se lève, on est aussi fatigué que le soir en se couchant? Ça pourrait être ça. Environ. Mais je vous dirais que juste un symptôme de fatigue, écoutez, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose. Voilà, j'ai veillé tard, je fais des grosses journées. Il va souvent y avoir d'autres symptômes qui vont se greffer, comme par exemple une soif un peu étrange. On a toujours soif. Oui, mais la bouche sèche. Quelqu'un qui, par exemple, a vu sa soif augmenter avec le temps. Dans le DVD, il vide le lac Abitibi, là, puis il n'y en a pas assez. À la limite, c'est un peu ça. Une soif impossible à étancher. C'est automatique que si, bon, vous buvez autant, vous allez aller aux toilettes, à moins d'être une éponge. Oui, exactement, oui, c'est sûr. C'est ça. Fait que ça va être des symptômes peut-être qu'on voit davantage. À moyen, à long terme, il peut y avoir une perte de poids qui va s'installer aussi. Une cicatrisation lente, est-ce que ça peut être un des symptômes? Ça pourrait être un des symptômes également. Le corps a plus de difficultés à réparer. Le fameux TDS attend de cicatrisation. Quelque chose de même, je vous dirais, en bon français, des bobos qui ne guérissent pas. C'est ça, exactement. Puis qu'avant ça, c'était pas le cas. La question. Le diabète, peut-on le guérir ou il est incurable? Le diabète, c'est une maladie qui se traite même très bien, mais qui, à ce jour, on ne guérit pas de ça. Exemple, quelqu'un, puis c'est un peu le dilemme qu'on a, quelqu'un qui le traite très bien, retarde l'apparition de complications, parce qu'en réalité, écoutez, cette maladie-là, on la traite pour pas qu'il y ait de complications. C'est ça l'objectif. Oui, puis quand on parle de complications, là, M. Hiel, il ne faut pas avoir peur des mots. C'est que ça peut aller jusqu'à la mort. Oui, oui. Ça peut atteindre les yeux, ça peut atteindre les reins, ça peut atteindre la fonction cardiaque. C'est une espèce de problème de santé qui s'attaque un peu à toutes les fonctions du corps humain. À moyen, à long terme, chez certaines personnes plus rapidement, chez d'autres ça va être très long. Mais c'est pour ça qu'on demande de faire attention. La personne diabétique, est-ce qu'elle peut avoir une vie normale? Bien, je vous dirais que la personne diabétique peut avoir une vie beaucoup plus normale qu'avant. Parce que maintenant, premièrement, on détecte les gens généralement plus tôt. Il y a plus de possibilités au niveau traitement de médicaments. Au niveau alimentaire aussi, il y a eu un bon, je vous dirais, un changement de philosophie aussi. Moi, quand j'ai fait mon cours, il y a de ça plusieurs années, là, une personne diabétique, elle ne sortait pas d'un bureau avec un plan alimentaire où les portions étaient déjà déterminées, puis on ne dérogeait pas de ça. Aujourd'hui, la philosophie d'intervention a changé au niveau alimentaire. C'est qu'on laisse quand même beaucoup de liberté aux gens, mais on leur donne comme des critères de choix alimentaire, quoi faire attention, et aussi ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande de faire plus de tests. Tu veux savoir ce que ça fait si tu prends de la tarte au sucre? Tu vas en prendre un petit morceau, mais tu vas te tester après. Tu vas avoir ta réponse. OK? Fait qu'on essaie d'inclure plus de place à l'individualité, si vous voulez. Exactement. Prévenir le diabète, bien là, c'est ce que vous dites, là. Il y a bien des moyens de le prévenir, de le guérir, non, mais le prévenir, oui. Oui. Oui.
Et je pense, peut-être que je me trompe, si je me trompe, vous me corrigerez, l'activité physique et l'alimentation jouent Oui. primordialement. Je vous dirais que les habitudes de vie, les habitudes de vie qui touchent effectivement l'activité physique, l'alimentation, c'est les deux facteurs prépondérants sur lesquels l'individu a le plus de possibilités d'agir. Puis parallèlement à ça, c'est là où on a le plus de difficultés à intervenir. Parce que ça ne nous tente pas, parce que ben, c'est bien bon, comme ça, puis je le prends juste aujourd'hui, demain j'y toucherai pas. Écoutez, là, manger, c'est un plaisir, hein? Puis peu importe la maladie qui nous touche, ça demeurera toujours un plaisir. Alors, on est un peu pris avec le petit diable puis l'ange de chaque côté qui nous dit oui, mange-le, l'autre non, touche pas. C'est humain, là. C'est humain, puis c'est sûr qu'il y a des sacrifices énormes à faire chez la personne, parce que quand on parle seulement d'alimentation, et vous l'avez bien dit, l'alimentation chez un être humain, habituellement, c'est quelque chose, c'est une jouissance. C'est une jouissance. C'est pas compliqué. Oui. Puis les gens aiment bien manger. Oui. Alors, quand on est habitué avec les 3 P, puis que ton médecin te dit, ou ton nutritionniste te dit, mais maintenant, les 3 P, là, abuse-en pas. C'est une patate, pain et pâte alimentaire. Et pâte alimentaire. Abuse-en pas. Puis c'est un gros mangeur de pain, c'est un gros mangeur de pâte alimentaire, c'est un gros mangeur de patates. Là, ça vient contrer, ça vient dire, ben, oh, pareil, là, moi, j'ai un effort là, à faire. J'ai un effort à faire. Mais l'effort, il vaut le coup. Oui. Puis l'autre chose aussi, manger, c'est un plaisir, mais il ne faut pas oublier non plus que manger, c'est un acte social. Aussi, oui. Vous allez au restaurant, bon, on va au restaurant, je pense, plus souvent que nos parents y allaient. Puis là, on a une variété quand même assez énorme qui nous est offerte. Puis au restaurant, ça demeure encore plus un plaisir d'aller là. Puis là, bon, on a la variété, on a la grosseur de portion qui rentre en ligne de compte. On a des gens avec qui on va manger aussi. Monsieur Yel, moi, j'aimerais ça qu'on parle du glucomètre. Oui. Bon. Tantôt, là, vous avez dit, ouais, mais on va manger un morceau de tarte au sucre, on peut se tester immédiatement après. Moi, j'aimerais, je ne veux pas rabattre ça, là, absolument pas, là. Mais est-ce que pour la précision, un glucomètre est aussi efficace qu'une prise de sang? C'est pas mal pareil. Il y a un pourcentage d'erreur. De toute façon, les glucomètres, on peut les calibrer, puis on vérifie toujours le pourcentage d'erreur. Puis souvent, ce qu'on va faire, mettons en milieu hospitalier, quand les gens se présentent pour une prise de sang au laboratoire, on va leur offrir souvent apportez votre glucomètre. Ah, et puis, oui? Et puis, il va y avoir une comparaison qui peut être faite entre la prise de sang qui est prise en laboratoire et le glucomètre. Je vous dirais que, règle générale, c'est quand même assez précis maintenant, ces petites bébelles-là. On va en parler, justement, là. Disons que si on parlait d'un test que, bon, avant le repas, avant le premier repas, avant le déjeuner, on se lève, puis on a une petite piqûre sur le bout du doigt, puis c'est avant le repas. À combien il faut être dans la norme, disons? Il faut être en bas de 6. Ce qu'on fait maintenant aussi, c'est que une prise de sang qui est faite à jeun, dont le résultat est de 5,6 en montant, jusqu'à 6, souvent, il va y avoir une deuxième vérification qui va être faite par un test qu'on appelle d'hyperglycémie provoquée. Oui. Où on fait boire la petite bouteille, et puis là, on vérifie quand le pancréas, en bon français, on lui colle les épaules au plancher, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans un délai de 2 heures. Puis ça nous permet à ce moment-là de peut-être plus valider si les gens sont comme en pré-diabète, sur le bord d'eux. Mais dites-moi une chose. On parle de 4. Oui. OK? Entre 4 et 5,6, disons. 5,5, 5,6. OK? Moi, 6. Disons 6. OK? Mais en bas de 4. Oui, c'est pas mieux.
C'est pas mieux qu'en haut de 6. Non, non. Quand le taux de sucre est en bas de 4, on appelle ça, nous, de l'hypoglycémie. C'est un taux de sucre qui est en dessous de la norme. À ce moment-là, c'est un peu comme si l'organisme était en manque d'énergie. Puis, règle générale, les gens vont être beaucoup plus symptomatiques avec des taux élevés en bas de 4. En bas, oui. En bas de 4, oui. Là. L'image que je donne beaucoup aux gens qui viennent me voir, s'ils sont en bas de 4, c'est un peu comme si vous vous promenez en voiture et puis que dans votre dash, là, vous avez la lumière manque d'essence qui commence à allumer. Là. Vous savez que vous allez rouler, mais pas longtemps encore. C'est un manque d'énergie. Et puis à ce moment-là, l'organisme habituellement va envoyer un signal. Les gens ne sont pas bien. En bas de 4, à quel chiffre ça commence à être dangereux? Si mettons, moi, là, j'arrive, puis je me lève, je me pique, et le glucomètre m'indique, mon Dieu, 2,6, disons. OK. À 2 je ne filerai pas bien? Vous ne filerez pas bien. Remarquez qu'il y a des gens qui ont quand même une tolérance incroyable, qui vont être entre 2 et 3, puis même plus proches du 2, là, et puis qui ne s'en aperçoivent pas. On les appelle les hypoglycémiques asymptomatiques. Ceux-là sont dangereux parce qu'ils n'ont aucun... Ils n'ont pas de symptômes, ils n'ont rien. Aucun symptôme. Puis à ce moment-là, ça veut dire que si ça continue à baisser, bon, il va y avoir une perte de conscience. Ça veut dire que la personne à jeun, le matin, là, qui se lève, puis entre 4 et 5,2, 5,3, c'est normal. Ah, c'est très beau. C'est très beau. On va aller dans le maximum. OK. OK? Après le repas. C'est 2 heures après le repas? Après le repas. OK. Puis, je pense que c'est important de dire que c'est 2 heures après le début qu'on a commencé à manger. Est-ce que c'est ça ou la fin? Moi, je vous dirais que les gens mangent quand même assez vite ici. Ça veut dire que des fois, ça peut être 10 minutes qui va différencier le début puis la fin. Mais je vous dirais, là, on calcule, nous autres, la fin. OK, la fin. Bon, OK. On va aller avec la fin. C'est quoi qui est le normal ou le maximum que l'on peut aller dans la norme? C'est quoi? Cliniquement parlant, là, le chiffre magique, c'est 7,8. 2 heures après le repas, peu importe ce que vous avez mangé, vous devriez être en bas de 7,8. Tarte au sucre compris, tout ça. Maintenant, nous, c'est sûr que on arrondit à 8, là. On donne la cible de 8. Maintenant, c'est certain que dépendant de certains facteurs, on peut quand même aller jusqu'à 10. Exemple, une personne âgée. On prend pour acquis que le pancréas, c'est pas neuf. Puis, il reste très peu de temps. Oui. C'est donc dire, si on résume un peu tout ça, M. Yel, ça veut dire que entre 4 et 5,2, 5,3, normal, à jeun, puis entre maximum 8, c'est normal. C'est normal. Oui. Le DVD, en terminant, alors ceux qui veulent, c'était fait par le Centre de santé des services sociaux des Aurores boréales et Radium Multimédia. Alors, il est en vente, je crois, chez ici. Radium. Chez Radium. Il est en vente pour ceux qui voudraient se le procurer. Un excellent travail d'équipe, doit-on dire. Monsieur Yel, merci infiniment. Ce fut très, très agréable et puis on va sûrement se revoir en 2011, j'en suis persuadé. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.